Donc justement, comment on va s'organiser? Il va y avoir un premier temps dans cette conférence débat qui va être un temps d'analyse et puis de témoignage, d'accord, pour voilà, comprendre qu'est-ce qui implique et qu'est-ce qui se joue derrière ces inégalités territoriales de santé. Et puis, dans un second temps, on aura donc l'occasion de vivre ensemble une table ronde qui sera axée sur trois enjeux, j'ai envie de dire, des inégalités territoriales de santé. On travaillera l'exercice coordonné, on évoquera aussi la régulation de l'offre par les pouvoirs publics, et puis on s'interrogera aussi sur la place de la participation des usagers dans cette problématique-là. Donc, pour démarrer ce premier temps d'analyse, je vais demander à Alexis Bouchalet de me rejoindre. Super. Donc, bienvenue, Monsieur Bouchalet. Vous êtes donc doctorant en droit de la santé au CRDMS et vous réalisez une thèse. Et son objectif, c'est vraiment de comprendre les problématiques autour des déserts médicaux, raison pour laquelle il était essentiel pour nous de vous écouter. Et vous essayez de mettre en parallèle justement les besoins en santé versus l'offre existence. Et pour travailler justement cette question de est-ce que l'offre a été bien pensée par rapport aux besoins, en fait. Donc, on va profiter de votre connaissance, si vous le voulez bien, sur le sujet, pour essayer de dresser un portrait le plus fin possible sur ce que sont ces inégalités territoriales de santé, ce qu'elles ne sont pas aussi, et puis ce qu'elles impliquent. Donc, avant tout, qu'est-ce qu'on entend finalement par ce concept d'inégalité territoriale de santé, Monsieur Bouchalet ? Bonjour à tous, merci beaucoup à France Asso Santé de m'avoir invité aujourd'hui. Donc c'est une bonne question pour débuter et on va voir tout au long de l'intervention qu'on va essayer de définir un peu qu'est-ce qu'on entend par inégalité territoriale de santé. Donc l'idée c'est d'avoir une approche un peu globale de la problématique, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre et quels sont un peu les enjeux. Donc les inégalités territoriales de santé, on en entend parler beaucoup et on en entend parler sous beaucoup de termes. On parle des déserts médicaux, des déserts en santé, des zones à faible accessibilité aux soins et au final on voit que c'est une notion qui est très mal définie mais pourtant fortement utilisée à la fois par le grand public, par les médias, mais aussi par les pouvoirs publics avec des rapports même du gouvernement qui parlent de déserts médicaux. On a une étude assez récente qui nous dit que 37% des Français estiment vivre dans un désert médical. Alors c'est intéressant comme notion parce qu'au final, qu'est-ce que ça veut dire estimer vivre dans un désert médical? Qu'est-ce que c'est un désert médical finalement? Est-ce que c'est une zone qui ne concerne que la médecine générale? Est-ce que c'est une problématique qui ne concerne que les zones rurales? Ou est-ce qu'au final ça ne concerne que la santé? Eh bien, il y a quand même une définition qui est mise en place par les pouvoirs publics. Alors on parle plutôt d'inégalité de santé et d'inégalité territoriale de santé, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et au sens de la loi, donc du Code de la santé publique, on parle de zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des inégalités dans l'accès aux soins. Pour des professions bien définies, donc principalement quasiment toutes les professions médicales et paramédicales, donc les médecins, chirurgiens dentistes, etc., et les professions paramédicales, et ça va jusqu'aux ambulanciers, voire aux biologistes médicaux. Ça, c'est ce qui est écrit dans la loi. Dans les faits, les zones définies pour certaines professions ne concernent que 6 professions, et aujourd'hui, on a une cartographie vraiment que des médecins, chirurgiens dentistes, infirmiers, orthophonistes, sages-femmes, et ma soeur kinésithérapeute, pardon. Voilà, donc ça déjà pour la définition. Après, on entend aussi beaucoup de statistiques sur cette question. On entend souvent 4 Français sur 10 vivent dans un désert médical. Eh bien, en fait, quand on regarde les vraies statistiques officielles, on se rend compte que ce qu'on entend dans la presse est souvent revu à la baisse, parce qu'au final, 72% de la population vit dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins au sein de médecine générale. Donc 72%, c'est quand même énorme, hein, c'est presque 3 Français sur 4. C'est classé en 2 types de catégories. On a 30% en zone vraiment prioritaire où il y a des grosses problématiques et 40% où c'est des problématiques plus relatives mais où il faut quand même mettre en place des dispositifs. Et en Auvergne-Rhône-Alpes, pour information, on est très proche de la moyenne nationale, on est aussi à 70-72% en zone sous-dense. Alors 70% pour les médecins, on est à 45% pour les chirurgiens dentistes, pour vous donner quelques chiffres, 30% pour les kinés et 17% pour les orthophonistes. Donc la détermination de ces zones, elle se fait à travers ce qu'on appelle le zonage. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais l'idée du zonage, c'est de classer les zones en fait, en fonction de leur niveau d'accès aux soins, en fonction de la demande. Et la définition du zonage, elle se fait avec 2 éléments principaux qui sont une maille territoriale et un indicateur.
Donc la maille territoriale, contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas forcément la commune, on parle plutôt de bassin de vie ou de territoire de vie santé, qui sont sensiblement deux unités géographiques un peu similaires, et qui sont en fait des agrégats de communes, donc un regroupement de communes qui sont construits en fonction des aires de services et d'équipements. Donc on regarde les personnes qui vivent dans ces territoires, et on regarde où est-ce qu'elles consomment leurs soins, mais pas que les soins, on regarde aussi où est-ce qu'elles font leurs courses, où est-ce qu'elles ont accès aux services publics, où est-ce qu'ils ont leurs enfants à l'école, et au final, on crée des aires de service qui s'émargent en fait des frontières administratives pour dire c'est pas parce qu'à 5 minutes de chez moi je change de région par exemple que je ne vais pas chez le médecin dans la région d'à côté. Et donc comme on essaye de s'émarger des frontières administratives, on parle de ces bassins de vie qui nous permettent d'essayer de mettre en place des mesures d'accès aux soins plus efficaces. Et après, on a du coup l'indicateur qui est utilisé. L'indicateur, donc il y a certaines méthodologies qui sont faites avec un indicateur simple qui est la densité, le nombre de professionnels par rapport au nombre d'habitants. Mais on essaye quand même d'utiliser plutôt un indicateur d'accessibilité potentielle localisée, donc l'APL, que je vais vous expliquer un peu en détail, qui est un indicateur synthétique et qui a pour but de mesurer l'adéquation finalement entre l'offre et les besoins. Donc c'est un indicateur assez complet qui tient compte à la fois des professionnels de santé en exercice, donc combien on a de professionnels de santé qui sont là, qui exercent en maison de santé, en libéral, en centre de santé, combien on a de consultations qui sont réalisées. Donc là on regarde vraiment l'activité des professionnels en détail parce que en fait, on sait bien que deux professionnels de santé ne vont pas forcément avoir la même activité et du coup ça serait un peu erroné de dire on a 3 médecins, ils font telle activité. Donc on regarde vraiment leur activité en détail. On prend également la consommation de soi, et ça c'est une donnée très importante parce que ça permet en fait de tenir compte de la population. Et donc on va regarder combien de soins ont été consommés sur ce territoire, on va le comparer à la moyenne nationale, et on va se dire, alors attention, dans ce territoire on a une consommation qui est plus importante, ce qui veut dire qu'on a probablement une patientèle peut-être plus âgée, peut-être avec des pathologies chroniques. Et donc il faut avoir un accent particulier sur ce territoire pour essayer d'adapter l'offre au mieux. Et enfin, on tient compte de l'accessibilité géographique entre 0 et 30 minutes, en considérant que si vous êtes à moins de 10 minutes d'un médecin, vous êtes théoriquement dans un bon endroit où vous pouvez y avoir accès. Et si à l'inverse, vous êtes à plus de 30 minutes d'un professionnel de santé, alors là, votre accès est considéré comme vraiment catastrophique, critique, et du coup, il faut pondérer l'indicateur de cette façon. Et au final, on arrive à un indicateur qui vous donne à peu près le nombre de consultations par an par habitant que le territoire est capable de produire. Et comme on sait qu'un Français va en moyenne 3,8 fois chez le médecin par an, c'est une moyenne nationale, donc arrondissons à 4, il y a eu une époque jusqu'en 2021 où on se disait si on est capable, les professionnels de santé sont capables de fournir 4 consultations par an par habitant, eh bien on peut considérer que l'offre est satisfaisante. À l'inverse, si on est entre 2,5 et 4, là ça commence à être vraiment compliqué. Et à l'inverse, si on est vraiment inférieur à 2,5, là, c'est une situation catastrophique, critique, et il faut mettre en place toutes les mesures pour inciter les professionnels à s'y installer. Donc voilà. Après, c'est deux critères qui peuvent être critiqués, hein, bien sûr. Le premier problème de la maille géographique, c'est où est-ce qu'on met la frontière. C'est toujours pareil, c'est comme chaque limite. Comment on justifie le fait que dans une commune, il n'y a aucune aide qui est mise en place, alors que dans la commune d'à côté, tous les professionnels de santé vont aller s'y installer parce qu'il y a des aides à l'installation, par exemple. Ça, c'est toujours le problème. Et il y a aussi un problème sur l'indicateur, l'APL. Comment on le met à jour ? Comment on a des données actualisées, comment on reflète la réalité du terrain limite au jour J, et comment on anticipe en fait les problématiques, comment on sait quel professionnel de santé va partir à la retraite, comment on anticipe les départs, même les cessations d'activité, comme on entendait parler tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est vraiment les deux points d'alerte qu'il faut avoir sur ces indicateurs, mais à ce jour, ça reste ceux qui sont privilégiés par les pouvoirs publics et ceux qui sont utilisés au mieux, même si parfois ils sont combinés à d'autres indicateurs, c'est vraiment la base en fait des méthodologies. Oui, voilà. Merci. En tout cas, ça permet effectivement d'avoir une base. Et puis, je rappelle, vous aurez bien entendu un temps de questions, si vous le souhaitez, avec Monsieur Bouchalet. Mais avant toute chose, moi, ce qui m'interroge, du coup, c'est qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ces inégalités territoriales de santé, parce que déjà, de facto, on sait qu'elles sont là. Oui, alors on parle souvent des moyens palliatifs, effectivement, voilà. Et bon, il n'y a pas de... Je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein. On ne va pas claquer des doigts et résoudre la problématique, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Et donc, il y a un ensemble de mesures en fait, qui se combinent, qui interviennent un peu en 3 temps. Le premier, c'est la formation, comment on agit sur la formation des professionnels de santé. Le second temps, c'est comment on agit sur leur exercice, leur cadre d'exercice professionnel. Et le troisième, qui est un peu plus complexe, c'est comment on régule en fait, l'installation.
Donc pour commencer sur la formation, ça c'est un aspect qui est fortement médiatisé, qu'on entend beaucoup, le numerus clausus, hein, le fameux numerus clausus qu'on a augmenté, diminué, etc. Et on voit que c'est un vrai outil de régulation de l'offre de soins. Et en fait, c'est intéressant de voir comment il s'est construit finalement. Et quand il s'est construit, on était dans les années 60, et on avait trois problématiques qui se chevauchaient, qui étaient de dire c'est le développement de l'université, on a beaucoup de personnes qui vont faire des études, il y a un vrai attrait de la fac en fait, de la fac de médecine. Le deuxième, c'est on a une augmentation de la consommation de soins, peut-être due à l'instauration de la sécurité sociale quelques années auparavant. Et en parallèle, on veut réduire les dépenses publiques. Donc, il faut essayer de maîtriser tout ça. Et donc, on arrive dans les années 60, enfin, en 1971, à l'instauration du numerus clausus, où là, on dit, on va créer un nombre, on va réguler le nombre d'étudiants qui s'inscrivent à la fac en médecine, en tenant compte des capacités des facultés à accueillir des étudiants, et aussi en fonction des besoins. Donc, on avait bon, là, c'est une pseudo prise en compte des besoins de la population, parce qu'on verra qu'en fait, les dépenses publiques ont quand même rapidement pris le pas finalement sur ça. Et donc, au final, les premières années, on n'a aucun effet de l'instauration du numerus clausus. On a toujours à peu près 10 000 étudiants qui sont formés chaque année. Et à partir de 75 jusque dans les années 90, là, c'est une vraie décadence avec une diminution quasiment par 3 du nombre d'étudiants formés. Et on arrive en fait à la fin des années 90 avec le constat du fait que on va avoir un vrai problème. Bienvenue dans le vrai problème, où en fait on se dit l'offre de soins diminue, on n'aura pas assez de professionnels de santé dans les années à venir, et il faut inverser la tendance. Et donc c'est ce qu'on fait, on réinverse la tendance jusqu'en 2019, avec du coup on double progressivement dans les années 2000 le nombre d'étudiants formés, et où on arrive aujourd'hui à une augmentation des capacités de formation, avec tout de même encore une fois des limites. Les limites qui sont est-ce que l'hôpital est en capacité de former des médecins? Est-ce qu'il y a suffisamment de terrain d'accueil finalement? Et je parle des médecins, mais il n'y a pas que les médecins, hein, ça vaut aussi pour toutes les autres professions de santé. Est-ce que les facultés aussi peuvent accueillir et dispenser une formation de qualité? Est-ce qu'on a des professeurs en fait qui peuvent venir enseigner aux étudiants? Et enfin, et ça c'est un vrai problème aujourd'hui, est-ce que les professions médicales attirent encore? Quid de l'attractivité en fait des professions de santé? Voilà pour la formation. Après, le deuxième levier, donc c'est le cadre d'exercice. Donc au-delà de la formation, on voit bien que le principal levier qui est activé aujourd'hui, c'est favoriser le cadre d'exercice professionnel qui passe et par l'exercice regroupé et coordonné et par les aides à l'installation ou au maintien. Donc l'exercice regroupé coordonné, en fait, c'est ce qu'on appelle les maisons de santé pluriprofessionnelles pour ceux qui veulent exercer en libéral, et les centres de santé pour ceux qui veulent exercer en salariat. Et là, l'idée, c'est d'inciter les professionnels de santé, de les encourager, de les aider en fait à se structurer dans l'exercice regroupé, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui attire parce qu'on a des collègues, on fait du pluriprofessionnel, on a une prise en charge globale du patient, et aussi parce que comme on a plusieurs collègues, eh bien, pour se répartir les gardes par exemple, c'est beaucoup plus facile, et donc la pression sur la vie personnelle est quand même un peu plus faible. Mais pour le coup, il y a quand même une limite à l'exercice regroupé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais du coup, si on regroupe les professionnels, eh bien, forcément, les petites communes autour, parce que là, on parle plutôt des zones rurales, hein, les petites communes autour, elles vont perdre progressivement leurs professionnels de santé au profit d'un regroupement. Et donc là, ça pose un peu la question d'accessibilité territoriale, mais ça, c'est une question qu'on se pose souvent, en fait, le soin de qualité, le soin de proximité, et c'est pas le problème que pour les soins de premier recours, hein, c'est aussi le problème pour les services d'urgence, pour les maternités, par exemple, on en parlait, voilà. Et en plus de ça, donc on a les aides à l'installation, les aides au maintien ou à l'installation, qui là sont plutôt des aides en général financières, mises en place par l'État, par les collectivités territoriales, par l'assurance maladie, donc qui sont versées soit aux professionnels de santé, soit plutôt directement à des structures comme aux maisons de santé pluriprofessionnelles par exemple, et qui permettent d'inciter les professionnels de santé à venir s'installer, mais on voit bien que c'est pas le premier facteur d'installation, et que ça vient plutôt en complément d'un projet, mais c'est pas un élément déterminant dans le projet. Aujourd'hui, c'est évident qu'il suffit pas de mettre de l'argent sur la table pour que l'offre de soins soit bien répartie en France. Voilà. Et je finis sur le troisième levier, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je sais qu'on en reparlera dans la matinée, c'est aller vers la régulation de l'installation. Donc pour réguler l'installation, il y a deux aspects.
soit on impose en fait l'installation, et ça, bon, je ne vous apprends pas que revenir sur la liberté d'installation, on n'y est pas encore, même si à partir de 2027, les kinés seront obligés d'exercer 2 ans en zone sous-dotée avant de s'installer où ils veulent. Donc c'est peut-être un premier pas, mais en tout cas, on n'y est pas du tout. Et le deuxième levier, c'est plutôt de faire l'inverse, c'est de réguler le conventionnement, en fait, en disant installez-vous où vous voulez, mais dans les zones où on considère que l'offre est vraiment satisfaisante, vous ne serez pas conventionné, donc vos patients ne seront pas remboursés. Et ça, à ce jour, il y a trois professions qui sont concernées, donc les masseurs-kinés, les infirmiers et les chirurgiens-dentistes à partir du 1er janvier 2025. Donc voilà, ce sont un peu les enjeux et les moyens qui sont mis en place à ce jour par les pouvoirs publics. Merci, je sens que ça fait réagir. Je continue avec une dernière question pour vous, Monsieur Bouchalet, avant de laisser la parole à l'Assemblée. Justement, quels vont être les nouveaux enjeux en fait pour renforcer l'accès à la santé de nos usagers, des usagers? Alors, bon, les nouveaux enjeux, il y en a plein, on va essayer de les synthétiser, mais en tout cas, les nouveaux enjeux, ils appellent forcément un changement de paradigme, en fait, un changement d'état d'esprit et une évolution des mentalités et une évolution de la conception qu'on se fait de l'accès aux soins et l'évolution de la conception qu'on se fait de la médecine. Alors la première idée qu'il faut immédiatement reconsidérer, et peut-être désolé de le dire comme ça, c'est que le professionnel de santé, en fait, c'est une personne normale. Et c'est pas parce qu'il est médecin qu'il va aller s'installer dans une commune où il n'y a pas de service public, pas d'école, il n'y a rien en fait. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à se dire, oui, mais moi, j'avais mon médecin qui était là dans une petite commune de 1000 habitants, il n'y a plus rien, pourquoi personne ne veut s'installer? Donc en fait, il faut être lucide. La vie évolue et la prise en compte en fait du cadre de vie et de la vie personnelle a un impact beaucoup plus grand qu'à une époque sur la vie de tout le monde et donc aussi des professionnels de santé. Et au-delà, enfin, ça ne remet pas du tout en cause l'engagement, bien sûr, des professionnels de santé, mais en tout cas, il faut se dire que aujourd'hui, c'est un professionnel indispensable, oui, il faut qu'il soit bien réparti, mais on ne peut pas faire venir un professionnel de santé partout et là où on veut. Donc, il y a quand même des initiatives qui sont mises en place en essayant de se dire, bon, bah, comme le cadre de vie est favorisé, il faut qu'on essaye de le favoriser au mieux. Il y a une initiative dans le département des Pyrénées-Atlantiques, où là, c'est le conseil départemental qui a fait appel à ce qu'ils appellent l'intelligence collective, et c'est un peu, je pense, que ce qu'on va faire aujourd'hui, de dire, en fait, on réunit tous les partenaires, donc vraiment tout le monde, et on aide le professionnel de santé. Donc là, pour l'instant, c'est ciblé médecin de A à Z, en fait, dans l'installation. Mais quand je vous dis de A à Z, c'est et le côté professionnel, on vous trouve un local, on vous aide dans toutes les aides, on vous aide dans les démarches à votre installation, mais aussi on vous trouve un logement, on vous trouve un travail pour votre conjoint, une école pour vos enfants, une assistante maternelle, des loisirs, etc. Et donc c'est vraiment une prise en charge de A à Z, et eux ils sont très satisfaits de leur dispositif, l'idée est en train d'émerger dans d'autres départements, mais voilà, c'est vraiment cette idée de dire, en fait, arrêtons de vouloir faire venir des professionnels n'importe où, donc là il faut que les mentalités évoluent. Un genre d'expatriation, en fait. C'est ce que vivent ces médecins dans les Pyrénées. Le second aspect qui implique aussi une évolution des mentalités, c'est qu'il existe des nouvelles pratiques. Et les nouvelles pratiques, c'est tout ce qui commence par télé, en fait, téléconsultation, téléexpertise, voilà. Et en fait... c'est compliqué parce que oui, il y a des nouvelles pratiques autour de la télémédecine, mais il y a beaucoup de dérives. En fait, on entend d'ailleurs souvent les dérives de la téléconsultation. Et là, du coup, je vais plutôt vous parler que de la téléexpertise, donc qui est vraiment un peu plus encadrée. En fait, il y a une méconnaissance autour de ça. Et aujourd'hui, peut-être que certains d'entre vous sont déjà allés dans un centre de santé pour un examen de vue. Vous avez vu tout un tas de professionnels de santé. Au final, vous n'avez pas vu d'ophtalmo. Vous n'avez vu que des orthoptistes. Et 24 heures après, on vous a envoyé une ordonnance parce qu'en fait, l'examen vraiment, l'analyse des examens qui vous ont été faits par les orthoptistes a été fait par un ophtalmo qui était à 500 km. Et au final, on délocalise l'expertise médicale en se disant peut-être que jamais un ophtalmo serait venu s'installer ici, mais au moins ça donne un accès aux soins sur un territoire donné à certaines personnes. Voilà. Après, c'est des conceptions différentes. Il faut être prêt aussi à ce nouveau virage. C'est le cas aussi, par exemple, pour la dermatologie, avec notamment des pharmacies en Saône-et-Loire, donc pas loin d'ici, qui ont fait ça, qui ont installé des systèmes de téléexpertise en dermatologie dans leur pharmacie, où en fait vous allez dans la pharmacie, vous êtes aidé par votre pharmacien. Si vous avez un grain de beauté un peu douteux, par exemple, on le prend en photo, on fait toutes les analyses. 24 heures plus tard, vous avez un dermato à Lyon qui analyse et qui soit vous donne un rendez-vous dans un temps bien encadré,
en fonction de son estimation, ou alors qui vous envoie tout simplement une ordonnance avec une crème. Et donc, vous, en tant que patient habitant en Saône-et-Loire, vous n'avez pas fait 200 km aller-retour pour aller à Lyon pour voir un dermato. Surtout, vous n'avez pas attendu longtemps. Et le dermato, lui, il a gagné du temps parce qu'il a mis 5-10 minutes pour analyser les clichés, alors qu'un rendez-vous aurait pu durer peut-être une demi-heure. Et là, c'est ce qu'on appelle libérer du temps médical, etc. Donc, c'est des nouvelles choses qu'il faut appréhender avec beaucoup de précautions aussi. Mais en tout cas, je sais que c'est des pratiques qui peuvent faire peur, mais il faut quand même essayer de les appréhender au mieux. Et le dernier sujet, c'est que les compétences évoluent aussi. Et là aussi, ça fait encore appel à il faut sortir des sentiers battus. On a sortir des sentiers battus. On a les compétences des professions de santé qui évoluent, avec par exemple les infirmiers en pratique avancée, où en fait peut-être que demain un patient chronique ne sera plus suivi par son médecin, mais plutôt par un ou une infirmière en pratique avancée. Et donc il faut accepter de se dire que mon suivi n'est plus fait par un médecin. C'est comme aujourd'hui, on en parle beaucoup, les pharmaciens qui va vous faire le dépistage de l'angine. Bah oui, si vous avez une angine, il faudra peut-être plus aller chez le médecin, vous pourrez juste aller à la pharmacie. Et ça implique aussi un changement des mentalités. Il y a des gens qui ne se voient pas aller chez le pharmacien parce qu'ils sont malades. Voilà. Donc voilà. Peut-être, je sais pas si pour conclure l'intervention. Oui, complètement. Et donc pour conclure l'intervention, je pense qu'il faut retenir que les choses évoluent quand même. On voit qu'il y a, c'est ce qu'on dit tout à l'heure, il n'y a pas un immobilisme. Tout petit peu d'attention, messieurs, dames. Il n'y a pas répond à toutes les questions. Il n'y a pas d'immobilisme, je pense, de tous les acteurs sur le sujet. Au contraire, il y a vraiment des synergies qui se créent, une vraie volonté d'essayer de changer. Mais la situation, elle reste complexe, les inégalités, elles sont très prégnantes, et on voit bien qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais que le premier problème, ça reste le nombre de professionnels de santé, et qu'on n'arrivera pas à créer des professionnels de santé en 5 minutes. Et ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'on ne sait pas si on avait beaucoup de professionnels de santé, s'ils seraient bien répartis. Et ça, c'est aussi un sujet de se dire, il n'y a pas que augmenter le nombre, est-ce qu'ils seraient bien répartis ? Donc voilà, il faut aussi, à mon sens, changer nos pratiques, essayer de bousculer nos idées reçues, puisqu'on sait qu'il n'y a pas de toute façon de solution à court terme. Donc essayons d'imaginer de nouvelles solutions. On sait que l'objectif, ça reste d'avoir le bon soin au bon endroit au bon moment. Après, avoir quel est le bon endroit, quel est le bon moment. Et ça, c'est un peu ce qu'il faut questionner. Mais à mon sens, il faut quand même toujours prendre en compte la demande de soins, les besoins des usagers, pour essayer d'adapter en fait les politiques publiques et l'offre au mieux. Voilà. Eh bien, un grand merci. Merci pour tous ces apports et précisions, vraiment, parce que ça permet de commencer aussi cette conférence débat avec tous le même niveau d'information et de voir un petit peu les tenants et les aboutissants. Donc, merci beaucoup. On va prendre le temps de quelques questions. Je me permets juste, pour rappel, donc les questions, je vous remercie de veiller à n'interroger nos intervenants que sur des situations qui s'adressent à tous, d'accord ? On évite les situations individuelles et je vous remercie pour votre compréhension. Voilà. Oui, et il faut que ce soit vraiment des questions, pas des sentiments ou des partages d'expériences. Et si chaque intervenant peut se présenter, même si on... Voilà. Merci, monsieur. Bonjour, Adrien Delorme de la FEMA-Sora-Eco, la Fédération des maisons de santé et de l'exercice coordonné en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci pour la qualité de cette intervention et merci à France Asso Santé Auvergne-Rhône-Alpes pour cette belle matinée. Je me permets de partager quand même une vision, en tout cas de souligner la pertinence de ce qui a été partagé autour des déserts. Notre mouvement a plutôt tendance à parler des déserts en santé que des déserts médicaux pour visibiliser précisément toutes les lacunes qu'on observe sur le paramédical, mais également sur le péri-soin, tout ce qui est action sociale et médico-sociale, qui est complètement, pour le coup, en dehors des radars des personnes qui parlent des déserts médicaux. Juste pour revenir sur la question de l'attractivité des territoires, vous disiez un médecin ne s'installera pas dans une commune qui n'est pas dotée en services publics. C'est une des faces de la problématique. Il nous semble, dans notre organisation, qu'un des autres enjeux de l'attractivité des territoires, c'est la qualité de vie au travail des professionnels de santé qui vont s'installer. Et l'exercice collectif, regroupé et plébiscité par les jeunes soignants, c'est un premier pas et c'est très bien. Effectivement, ça participe de l'amélioration de leur qualité de vie au travail. L'autre enjeu, c'est quand même de basculer de l'exercice regroupé à l'exercice
coordonné, qui lui a le double avantage de proposer une meilleure qualité de vie au travail pour les professionnels, mais également une meilleure qualité des parcours pour les usagers. Et il nous semble, pour continuer de voir le verre à moitié plein, que sans être une formule magique, c'est en tout cas un des leviers d'amélioration de l'accès aux soins pour tous et partout. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Je l'ai converti en question, vous avez vu ? Merci. Excellent. On vous remercie. Bravo pour la conversion, oui. Non, mais bien sûr, je vous rejoins, et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir... on est vite réducteur, en fait, quand on parle de ce sujet, mais sur votre premier point, je pense qu'il faut avoir une approche globale, et ce dont j'ai pas du tout parlé, c'est bien sûr la prévention. Hein. Aujourd'hui, évidemment que l'un des enjeux, ça serait de faire plus de prévention, parce que plus on fait de la prévention, moins on a besoin après de palliatifs. Hein. Donc ça, c'est un enjeu à développer à mon sens. Et le deuxième, c'est, oui, en complément de l'exercice regroupé, je n'ai pas parlé des CPTS, donc des communautés professionnelles territoriales de santé, mais c'est un enjeu majeur aujourd'hui de dire, oui, il y a un cadre d'exercice professionnel qui est favorable, mais il faut aussi que ce soit favorable pour le professionnel de santé, pour l'usager, le patient. Et on voit bien que toutes les missions des CPTS qui sont mises en place aujourd'hui, normalement, ça a quand même pour but de favoriser le parcours de soins au niveau du territoire. Donc on voit bien que la question du territoire, elle est très importante. Et en fait, les questions d'accès aux soins, c'est pas uniquement de l'accès aux soins, c'est aussi de l'accès territorial. Comment on fait pour que la personne, elle aille chez son professionnel de santé ? On a des bus, des navettes qui sont mises en place. Et tout ça aussi, ça fait partie de la problématique. Et donc, oui, je ne fais que rejoindre votre propos. Merci beaucoup. On peut prendre encore une dernière question courte. Merci. Alors bonjour, moi je m'appelle Kouchtrim Bislimi, je suis chargé de mission au sein du 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide. Et je travaille notamment sur les inégalités sociales et territoriales de santé. Du coup, moi j'avais une question autour du fait, est-ce qu'il n'y aurait pas également un enjeu en fait de valorisation et de reconnaissance de ce travail que pourraient faire éventuellement les pharmaciens que vous citiez tout à l'heure, ou les IPA, les infirmiers de pratique avancée, et comment est-ce qu'on pourrait faire peut-être pour mettre en valeur le fait que pour certaines maladies virales qui sont saisonnières et des choses comme ça, en fait, qu'on aurait peut-être éventuellement même pas besoin d'aller chez le médecin, quoi. La question de la mise en valeur, c'est un peu ce que je mettais derrière il faut changer les mentalités en fait. Il faut que effectivement on change notre façon de voir les choses et de se dire quand je suis malade, je ne vais plus forcément directement chez mon médecin. Et donc il y a un enjeu et de reconnaissance de ces nouvelles professions parce que c'est bien de créer des nouvelles professions, mais derrière là on a quand même un vrai problème sur les IPA qui sont diplômés qui ne trouvent pas de travail concrètement. Donc il y a un vrai enjeu autour de la reconnaissance de ces métiers. Est-ce que pour la population, c'est des professionnels qui sont vraiment identifiés, dont on maîtrise vraiment les compétences, et aussi pour les autres professionnels de santé, par exemple les médecins, en fait, est-ce que les médecins vont accepter que le pharmacien fasse le test pour l'angine et que du coup il n'est plus le patient qui vienne? Alors oui, il y a plein de médecins qui sont saturés, mais pour le coup, on a quand même une question de répartition des compétences, de délégation des compétences qui est pas encore complètement bien définie. Et donc c'est tout ça à mon sens c'est tous les enjeux à venir de dire oui, on crée des nouvelles compétences, on fait des délégations de tâches, mais est-ce que c'est bien consenti par tout le monde? Est-ce que c'est bien accepté par tout le monde? Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions et pour votre intervention.